Et aujourd'hui, un grand angle consacré aux appétits chinois, à leur conquête culturelle et économique dans le monde, comment la Chine entend devenir la première puissance mondiale. Entre infox, manipulation et parfois menace, l'Empire du Milieu use de ses stratégies de façon massive. C'est ce qui ressort du rapport de Paul Charon, les opérations d'influence chinoise à un moment machiavélien. C'est le titre de ces 646 pages co-publiées avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer pour l'IRSEM, Institut national de recherche stratégique de l'école militaire. Merci à vous, Valérie Niquet, d'être avec nous pour en parler. Vous êtes politologue, spécialiste de la Chine. Justement, ce qui ressort d'abord de ce rapport que vous avez sans doute parcouru, c'est cette agressivité croissante de la Chine, ce qui n'est pas au départ dans son paradigme politique. Comment vous l'expliquez, ça, Valérie Niquet? Il y a eu un changement diplomatique de la Chine ces dernières années? Alors, il y a eu une évolution de la diplomatie. La Chine, après les réformes lancées par Deng Xiaoping à la fin des années 70, après Mao, disons pour simplifier, insistait sur le développement pacifique. Aujourd'hui, avec Xi Jinping notamment, on a une Chine beaucoup plus agressive. Mais il ne faut pas se tromper. Ce que dit ce rapport est extrêmement utile, mais c'est dans l'ADN du régime chinois et même des régimes léninistes, comme l'était l'URSS avant, la Chine aujourd'hui, la propagande, l'agite-prop, la manipulation, l'influence, la guerre de l'information. Alors comment ça se fait qu'on s'en rend compte maintenant? Alors on ne s'en rend pas compte maintenant, on met l'accent maintenant. Tous les gens qui travaillent sur la Chine depuis des années, on a beaucoup écrit sur les instituts Confucius, sur toutes ces stratégies-là sont connues depuis longtemps. Les instituts Confucius, dont d'ailleurs parle le rapport très justement, c'est une initiative qu'a lancée la Chine il y a déjà longtemps, au début des années 2000, pour vendre en quelque sorte l'idéologie de Pékin et faire mieux accepter la Chine. C'est une stratégie d'influence à l'échelle du globe. Il y en a plus de 500. Aujourd'hui, on est plutôt sur le retrait. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'illusions au départ et puis beaucoup d'universités maintenant ferment leurs instituts Confucius parce qu'elles ont réalisé que c'était tout simplement, et ils sont directement liés au département de la propagande du Parti communiste chinois. Donc, tout ça n'est pas nouveau et ça a été beaucoup étudié, notamment aux États-Unis, mais aussi en France. En revanche, ce qui est très utile, c'est d'avoir rassemblé toutes ces informations, de les avoir rendues relativement accessibles, 600 pages, mais enfin, il y a des résumés par chapitre, et que c'est aussi le signe, puisque l'IRSEM est un institut qui dépend du ministère de la Défense, qu'en France aussi, au plus haut niveau, sans doute, il y a une conscience. On a bien vu l'évolution de la France avec sa fameuse stratégie indo-pacifique dont on a beaucoup parlé, et même en Europe, voilà, que la Chine constituait une menace multiforme. Mais justement, cet appétit de la Chine, cette conquête du monde, c'est une obsession, dit-on, de Joe Biden, qui veut mettre des limites à cette expansion. On dit d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'il a conclu l'accord AUKUS là, avec l'Australie et la Grande-Bretagne en Indo-Pacifique, qui a provoqué cette fameuse crise que l'on sait avec la France pour l'annulation de la vente des sous-marins à Canberra. Qu'est-ce qui préoccupe tant Joe Biden? Alors, ce qui préoccupe Joe Biden, mais pas uniquement Joe Biden, tous ses alliés, il faut voir évidemment que les États-Unis sont le principal acteur qui garantit la sécurité dans l'Asie-Pacifique. Ils ont des alliances avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, ils l'avaient avant d'avoir ce fameux, la Nouvelle-Zélande, etc. D'autres partenaires. Donc, ils sont directement engagés. S'il y a une crise dans le détroit de Taïwan, par exemple, ou avec un de leurs alliés, normalement, ils doivent agir. Avec Taïwan, c'est plus ambigu, mais avec les autres, ils doivent agir. C'est ce qu'on appelle le parapluie de sécurité offert par les États-Unis. Donc tout ce qui est monté en puissance de la Chine, y compris militaire, inquiète forcément les États-Unis puisque ça les engage directement, plus directement effectivement que l'Europe. En revanche, ce que Joe Biden peut-être, et surtout son conseiller Kurt Campbell, qui semble être derrière ce montage, n'a pas vu, c'est que la menace chinoise, elle n'est pas uniquement militaire, et même si elle est militaire, on peut espérer que les États-Unis soient encore très au-dessus des capacités chinoises aujourd'hui. En revanche, elle est idéologique, elle est informationnelle, elle est d'influence, et en mettant en colère, pour simplifier, antagonisant, je ne sais pas si ça existe, en opposant en tout cas, un des principaux acteurs en Europe favorables à une stratégie indo-pacifique plus consciente des dangers que représente la Chine, ça n'est pas la meilleure manière de répondre à cette guerre d'influence de la Chine. Exactement, voilà, c'est ça. Il faut voir que la menace chinoise, encore une fois, elle est multiforme et que cette guerre d'influence, elle ne sera pas gagnée en se mettant à dos l'ensemble des démocraties qui auraient voulu travailler avec les États-Unis et d'autres dans la région. Alors, vous l'avez un peu évoqué en parlant des instituts Confucius, la Chine utilise de nombreux moyens pour influencer le monde. Il y a l'exemple de Taïwan, quand même une démocratie que la Chine aimerait plutôt bien annexer, soyons très clairs, et qui utiliserait donc des infox, la Chine, des fausses informations pour tenter
de convaincre la population taïwanaise de se laisser annexer. C'est ce qui ressort du rapport, justement. Alors, c'est ce qu'on appelle les stratégies de front uni, qui, encore une fois, sont aussi anciennes que les partis communistes ou léninistes. Simplement, le rapport parle de russianisation, d'ailleurs, oui, de la mais Chine. Oui, mais ce n'est pas uniquement la russianisation. La Russie est une chose, la Chine est une autre. À mon avis, les deux ne sont pas totalement équivalents. Mais ce qui est certain, c'est que la Chine essaye de gagner des soutiens auprès des hommes d'affaires, auprès des Taïwanais qui ont intérêt à développer les relations avec la Chine. Des stars, des acteurs aussi. Éventuellement. Bon, c'est une stratégie qui est appliquée à peu près partout, mais encore une fois, à Taïwan, ça n'a absolument pas marché, puisqu'à chaque fois que la Chine a été très agressive dans ce domaine, finalement, ceux qui elle soutenait ont perdu les élections. Donc, ce qu'il faut voir aussi, il y a 2 points très importants dans ce rapport. Un, c'est les moyens nouveaux. Je parle des continuités qui sont réelles pour comprendre ce qui se passe, mais en revanche, c'est vrai que les moyens technologiques aujourd'hui décuplent la possibilité d'influer. Ça, c'est un élément très important mis en valeur dans ce rapport. Et puis, le deuxième élément que souligne aussi à la fin le rapport, c'est que cette stratégie chinoise, elle est tout de même très maladroite, construite avec un discours qui ne fonctionne pas tant que ça, en tout cas dans les pays développés et démocratiques, et l'influence de la Chine. On a les outils pour décrypter. Voilà, et puis même, on est habitué à un autre discours que la pensée Xi Jinping pour une époque nouvelle qu'on nous vend souvent. Et donc, en fait, face à tout ça, eh bien, en dépit de ces investissements considérables, l'image de la Chine s'est considérablement dégradée, notamment dans les pays développés, mais pas uniquement. Et ça, c'est un résultat qui n'est pas très oui, l'opération séduction n'a plus fonctionné. Alors, on va parler d'un canal controversé sur nos satellites français. Depuis quelques jours, la chaîne chinoise internationale CGTN émet depuis la France ses programmes à destination des Européens. Une télévision qui représente, vous allez le voir, les intérêts de l'État chinois. Regardez. CGTN, c'est la chaîne internationale de la télévision d'État chinoise, avec notamment des présentateurs français. Le China Media Group a demandé... Et voilà le genre d'images qui ne sont pas mises en avant. Celle du conflit politique dans la province du Xinjiang, par exemple, où une partie de la communauté internationale dénonce des persécutions envers la minorité musulmane ouïghour. À l'antenne de CGTN, on vante les charmes touristiques de la région. Devant la caméra, ce Français, Olivier Grandjean, employé pour promouvoir la Chine. J'ai trouvé un moyen sympathique pour visiter l'immense marché de Kashgar sans se fatiguer. Contacté, il se présente comme un animateur de divertissement non politisé et refuse de commenter la ligne éditoriale de sa chaîne. D'autres Français sont recrutés pour défendre le régime chinois et communiquer en Europe. Certains, sous pseudonyme, critiquent ouvertement le point de vue occidental, comme cette journaliste sur le site de CGTN. Je ne prétends pas tout connaître du Xinjiang en y étant allé moins d'une dizaine de fois, mais ce que j'y ai vu ne correspond en rien à ce qu'en racontent certains médias occidentaux. CGTN est un vecteur de communication du Parti communiste chinois à l'étranger. Et c'est justement ce qui l'a fait bannir du Royaume-Uni début février. Voilà, et Paul Charon, co-auteur du rapport dont nous parlons depuis le début de ce grand angle, nous a rejoint sur le plateau de TV5 Monde. Paul Charon, on vient de voir cette télévision internationale de propagande, on peut le dire comme ça. Ça fait partie des outils clairement utilisés par la Chine aujourd'hui? Oui, c'est un des outils. Alors la spécificité de la Chine peut-être, et de ce point de vue-là, quand on parle d'opération d'influence, c'est l'étendue de son répertoire. Un répertoire. C'est ce que disait Valérie Niquet tout à l'heure, polyfactoriel, voilà. Voilà, et qui s'étend de la séduction, parfois la subjugation, jusqu'à l'autre bout du spectre, la coercition, l'infiltration des sociétés cibles. Et CGTN, qui est un des instruments, alors qui n'est pas dans le versant coercition, qui est plutôt, on essaye de séduire, de convaincre, on présente les choses positivement pour le parti. C'est très important de dire que c'est le Parti communiste chinois et pas la Chine. C'est pas tout à fait la même c'est chose. ce qu'on a précisé depuis le début également. Et Paul Charon, je voudrais revenir sur quelque chose qui ressort, qui est assez saillant aussi comme exemple dans votre rapport. C'est l'exemple de la Suède, en fait. Un laboratoire avant d'autres interventions en Europe, peut-être de ce type, où la Chine a envoyé un ambassadeur surnommé loup combattant. On a aussi un exemple en France depuis quelques mois, qui n'hésite pas en fait à aller provoquer le gouvernement suédois, le gouvernement français, on l'a vu également. En fait, on n'est pas là pour faire une diplomatie douce qui séduirait le pays en place.
Oui, alors il faut préciser que ça ne concerne pas tous les diplomates chinois et même c'est juste une poignée de ces diplomates. Mais c'est pour cette raison, en tout cas, c'est l'une des illustrations de ce moment machiavélien dont nous parlons, dont nous faisons l'hypothèse. C'est le sous-titre de votre rapport. Voilà, donc c'est l'hypothèse que nous faisons. Ouais. La Chine a abandonné l'idée elle pouvait construire un soft power, qu'elle pouvait séduire le monde. Diplomatie douce, oui, c'est ça, par une séduction. Douce, une séduction, voilà, une attraction, si vous voulez, et a adopté de plus en plus des moyens qui sont ceux de la coercition, de la contrainte et de l'infiltration. Et à ce titre, limite la posture russe. Elle s'inspire de cette posture russe. Alors elle s'en inspire à la fois dans ses moyens de coercition, mais aussi dans le modus operandi ou dans les modi operandi, en s'inspirant même d'opérations menées alors par les Russes récemment, ou même par les soviétiques avant, avec la fameuse opération Infection dont on parle dans ce rapport. Valérie Niquet, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Alors, le rapport, je disais justement, apporte énormément d'informations utiles à un public français qui n'était pas toujours très au courant. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie extrêmement agressive de la Chine est totalement contre-productive. C'est-à-dire qu'avant, la Chine, quand elle était très séduisante, puissance économique, et bien finalement, tout le monde voulait travailler avec la Chine et la France était souvent au premier rang. Avec le passé gaulliste de Middle Road. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus le cas. Il y a une prise de conscience d'une Chine qui a surpris tout le monde par son agressivité. Et certains, ce qui est plus important et intéressant, le congrès du parti va avoir lieu en 2022. Au sein du parti lui-même, il y a de la contestation. C'est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Mais beaucoup de rumeurs expliquent qu'il y a des gens qui sont très hostiles à ce changement d'attitude qui a été lancé par Xi Jinping parce que c'est totalement contre-productif. Il se retrouve avec un conflit quasiment direct avec les États-Unis. L'Europe n'est plus du tout favorable à la Chine et lance une stratégie indo-pacifique. La France, alliée traditionnelle de la Chine, se retourne. En Asie même, les routes de la soie, certains, en Europe, même les formats de séduction des pays de l'Est, eh bien, certains commencent à revenir dessus. Donc, en fait, ça a des résultats très contre-productifs. Peut-être un peu moins dans les pays en développement et encore, mais cette stratégie agressive, finalement, n'a pas apporté grand-chose à la Chine. Et donc, c'est vrai que c'est contesté en interne aussi. Paul Charon, c'est un gros ratage, alors, ce qui se passe actuellement? C'est un peu ce qui ressort aussi de votre rapport. C'est notre conclusion. La Chine, le PCC, est capable de remporter des victoires tactiques, mais il est en train de perdre la guerre, de ce point de vue-là, en quelque sorte, la guerre de l'influence, en tout cas. Parce que, effectivement, ces 2 dernières années, disons, depuis 1 an et demi, son image dans le monde se dégrade progressivement, en Europe, en Occident d'une manière générale, mais ailleurs aussi, y compris en Asie, y compris dans des pays où la Chine jouissait d'une figure, d'une image extrêmement positive, comme en Corée du Sud, par exemple. Alors, je voudrais revenir sur un tout petit point. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Alors, effectivement, ce rapport, qu'est-ce qu'il apporte, finalement? D'abord, la dimension. C'est le seul rapport, toutes langues confondues, qui embrasse aussi largement la question. Donc il y a un traitement systématique de ces questions d'influence. Bien sûr, il y avait d'autres travaux qu'on cite, il y a plus de 3000 notes, vous l'avez constaté, donc on cite abondamment d'autres travaux. Mais on a été capable aussi d'aller plus loin sur un certain nombre de points. La base 311, on la connaissait, mais on ne savait pas exactement ce qu'elle faisait, on ne savait pas qui la commandait. Et donc on a été capable, par des moyens de recherche, d'investigation aux sources ouvertes, de faire progresser notre connaissance de l'écosystème, de l'appareil. De cette influence et de cette stratégie chinoise. Tout à fait, et de ces opérations. Merci Paul Charon d'avoir été avec nous. D'ailleurs, votre rapport est en ligne, gratuitement, on peut le lire. Valérie Niquet indiquait justement qu'à chaque partie, il y avait un résumé. Oui. C'est très pratique, je m'en suis bien servi. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci aussi Valérie Niquet pour votre expertise, encore une fois, sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.